Emmanuel Macron est parfois taxé d'être de droite dure. Macron de droite dure, je crois que c'est évidemment parfaitement exagéré. Toutes les idées de droite, les items de droite, les mesures de droite sont majoritaires dans le pays. Tant qu'elles sont présentées en aveugle, c'est-à-dire sans étiquette politique. Si vous voulez faire du buzz pour cette vidéo, vous n'aurez qu'à l'intituler « Éric Zemmour est de gauche ». Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien sur VA+. Si vous êtes de passage sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Marine Le Pen, femme de gauche, Valérie Pécresse, copine Macron ou encore Zemmour maurassien, qui sont vraiment les candidats de droite à l'élection présidentielle de 2022. Ils n'ont jamais été aussi nombreux à une élection et pourtant jamais aussi divisés, mais sont-ils vraiment tous de droite? Qu'est-ce qui les oppose philosophiquement au-delà de leurs propositions politiques? On va répondre à ces questions avec Guillaume Bernard. Bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes maître de conférence de l'ICES et auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Estrogir paru en 2016. Ce titre est clairement encore d'actualité. Alors ma première question, est-ce qu'on peut définir étymologiquement ce que veut dire être de droite ou à droite? Parce que ça devient un peu flou à tel point que Emmanuel Macron est parfois taxé d'être de droite dure. Oui, Macron de droite dure, je crois que c'est évidemment parfaitement exagéré. Il faudrait être vraiment positionné très à gauche pour pouvoir le dire ainsi. Bon, la première des choses à avoir en tête, c'est que le clivage droite-gauche, c'est un instrument d'analyse du réel. Ça n'est pas le réel, c'est ce qui nous permet de comprendre, je dirais, la répartition des forces politiques. Alors évidemment, les forces politiques, elles sont classées en différents camps et depuis la Révolution française, pour dire les choses rapidement, eh bien, on considère qu'il y a deux grandes familles politiques. La droite, elle connaît, selon la classification bien connue de René Raymond, trois familles politiques, les orléanistes, libéraux, les bonapartistes, dont l'épigone au XXe siècle serait le gaullisme, et puis la droite réactionnaire qui a été contre-révolutionnaire à la Révolution française, légitimiste, catholique social, etc. Et donc, ces trois familles politiques, il faut effectivement essayer de voir si elles sont véritablement de droite ou simplement si elles sont à droite. Et c'est là qu'il y a un deuxième élément qu'il faut introduire, c'est ce que Thibaudet a identifié dans les années 1930, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu un glissement des forces politiques de la gauche vers la droite. Toutes les nouvelles forces politiques sont apparues pendant 2 siècles par la gauche et ont repoussé vers la droite des forces politiques qui étaient apparues antérieurement. Ce qui fait que l'orléanisme et le bonapartisme, qui étaient des centres au XIXe siècle, se sont retrouvés sur la droite du spectre politique en raison de la pression sinistrogire, du sinistrisme, donc venu par la gauche du spectre politique. Toute la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas, et c'est moi qui ai proposé, je dirais, l'idée du mouvement d'Estrogir, une inversion du glissement des forces politiques, c'est-à-dire maintenant, désormais, de la droite vers la gauche, la droite qui reprend véritablement un espace politique qui s'étend et qui donc repousse vers la gauche, en particulier le libéralisme. Est-ce que pour vous, le clivage gauche-droite est-il plus pertinent que le clivage que certains proposent, qui est celui entre mondialistes, européiste et souverainiste, patriote, nationaliste? Ce clivage-là, il est parfaitement réel, il est parfaitement acceptable. La seule chose, c'est qu'il facilite pour certains, je dirais, le fait d'évacuer d'autres problématiques. Or, de la même manière qu'il y a effectivement les souverainistes d'un côté et les mondialistes de l'autre, qu'il y a les identitaristes d'un côté, les multiculturalistes de l'autre, eh bien, il y a les conservateurs et les progressistes. Il y a les défenseurs du protectionnisme et les défenseurs du libre-échangisme. Autrement dit, la classification droite-gauche, si effectivement le mouvement d'Estrogir tel que j'ai essayé de le définir et de l'illustrer est réel, eh bien le clivage droite-gauche, il recouvre tous ces clivages-là. Et on n'a pas à sélectionner d'une certaine manière pour être véritablement de droite, ce pourquoi on est d'un côté ou de l'autre. Autrement dit, pour dire les choses autrement, eh bien, quelqu'un qui est véritablement de droite, il est à la fois protectionniste, identitariste, conservateur, protectionniste, etc. Alors qu'à l'inverse, effectivement, ceux qui refusent dans le fond la droitisation de l'espace politique, eh bien, ils sont libéraux, mondialistes, multiculturalistes, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, 6 ans après Au stade droite de Robert Ménard, les premières tentatives d'union des droites, elle est
la droite, enfin les familles de droite sont encore divisées. Finalement, on n'est jamais sorti de ces droites irréconciliables, de ces trois mouvements dont vous parlez. Alors, il y a les trois mouvements, et puis après, il y a les intérêts partisans. Et le fond du problème aujourd'hui, c'est que les intérêts de boutique priment, je dirais, sur la classification doctrinale. Moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il ne devait pas y avoir, et d'ailleurs celle-ci ne pourrait pas arriver, une union des droites, mais en revanche une unité de la droite. C'est-à-dire de réunir des personnes qui sont éparpillées entre différentes organisations, mais qui en fait pensent la même chose. Pourquoi est-ce que, il n'y a pas encore eu véritablement l'émergence, la réalisation concrète de cette unité de la droite? Parce que les intérêts partisans, les querelles de boutique, l'ont emporté. Encore qu'aujourd'hui, on peut considérer que Reconquête de Zemmour, est une première tentative de décloisonnement concrètement lors d'élections. Cela dit, ça n'est qu'une première étape dans la recomposition du spectre politique. Après Reconquête, il est vraisemblable qu'il faudra refaire l'unité des différentes chapelles du camp national, et cette unité, elle viendra après, sans doute par l'émergence d'une ou de plusieurs personnalités qui, n'ayant pas pris position dans l'affrontement entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, seront en capacité de recoller les morceaux. Alors, vous parlez de Marine Le Pen, on va rentrer dans les noms d'oiseaux dont j'ai fait mention. Marine Le Pen est accusée d'être une femme de gauche, comme on l'entend dans la bouche de certains de ses détracteurs. Qu'en est-il? Et au moins, est-ce que son programme est de gauche? Est-ce que ça peut être une réalité sur certains plans? Alors, il y a deux aspects, je crois, que l'on peut distinguer. La première des choses, c'est est-ce qu'elle est authentiquement et ontologiquement, si j'ose dire, de gauche? À partir du moment où elle défend l'idée de la nation, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on pourrait l'accuser d'être ontologiquement de gauche. Elle est contre à la fois l'internationalisme gauchiste et contre le mondialisme libéral. Elle n'est pas de gauche. En revanche, et c'est le deuxième aspect, il est certain qu'elle a la volonté de capter un électorat qui vient de la gauche. Et d'ailleurs, le Rassemblement national, le Front national avant, ont capté des électeurs qui venaient de la gauche. Il y a toute une partie de l'électorat communiste que son père avait capté, et elle a continué à attirer à elle un certain nombre d'électeurs venant de la gauche. Et c'est là où peut-être commet-elle une maladresse ou une mécompréhension, c'est-à-dire qu'elle confond le sociologique et le doctrinal. Parce que sociologiquement parlant, elle attire des électeurs qui viennent de la gauche, il faudrait édulcorer le logiciel idéologique. Et c'est là où, pour le coup, peut-être commet-elle une petite erreur. Mais je dirais que Éric Zemmour, j'anticipe peut-être sur vos autres questions, lui, il commet, je dirais, une confusion, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que lui, il veut une cohérence véritablement doctrinale, et donc, pour le coup, ça le conduit peut-être à, je dirais, ne pas faire suffisamment attention à l'aspect sociologique et donc au fait que les abstentionnistes ou les catégories populaires, ils n'arrivent pas véritablement à les capter. Vous parlez des catégories sociologiques que Marine Le Pen a attirées, mais est-ce que ces catégories peuvent rentrer au final dans cette dimension doctrinale dont vous parliez? Oui, je crois qu'ils peuvent parfaitement se rattacher, je dirais, à une doctrine de droite, même s'ils n'en ont pas véritablement conscience, tout simplement parce que les enjeux sociaux, les enjeux sociétaux, qui ne sont pas exactement les mêmes, vous le savez bien, font qu'ils se retrouvent du même côté, je dirais, d'autres personnes qui, venant d'univers sociologiques différents, ont une convergence d'intérêts. C'est-à-dire que, dans le fond, la lutte des classes, si vous me permettez l'utilisation de ce concept d'origine libérale, François Guizot, concept repris ensuite par Karl Marx, la lutte des classes, aujourd'hui, elle réunit des personnes qui, il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, pouvaient se retrouver en opposition, alors qu'aujourd'hui, ces catégories sociales, elles ont un intérêt commun, c'est la défense de la patrie, de la nation. D'une certaine manière, la lutte des classes aujourd'hui, elle oppose ceux qui profitent de l'insécurité, les élites mondialisées et puis d'une certaine manière l'immigration, et de l'autre côté ceux qui subissent l'insécurité, aussi bien physique et matérielle qu'économique et sociale que culturelle et morale, et ceux qui subissent l'insécurité, ils sont de diverses catégories socio-économiques et donc ils peuvent se retrouver ensemble sans qu'il y ait besoin de modifier le logiciel doctrinal de la droite. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de la lutte des classes qui, pour vous, est
libéral. Ah, mais c'est absolument certain. Le concept de lutte des classes a été inventé par François Guizot, qui est un grand historien contemporaniste français, qui en plus a été, je dirais, un homme politique, et en particulier sous la monarchie de Juillet, donc il est estampillé libéral pur sucre, si vous me permettez l'expression. Et il faut remonter un tout petit peu en arrière. Il y avait une interprétation de la Révolution française qui consistait à dire que, dans le fond, 1789 avait été la revanche de 476, la chute de l'Empire romain et la mise en place des royaumes barbares, notamment francs, en Occident. Et on nous disait que la Révolution française, c'était la revanche ethnico-sociale, social, le tiers-État, ethnique, les Gallo-Romains, contre les Francs, qui auraient été la noblesse. De ce concept de lutte des races, on a dérivé vers le concept de lutte des classes. Désormais, puisque la Révolution française l'avait emporté, puisque la Révolution libérale avait transformé les institutions, notre ami François Guizot, ou votre ami François Guizot plutôt, a proposé le concept de lutte des classes, dans lequel il opposait d'une part les improductifs aux productifs. Il mettait dans la catégorie des productifs les ouvriers et les patrons, et dans la catégorie des improductifs, le clergé et l'armée. Pour les libéraux, les improductifs, c'est le clergé et l'armée. Et à partir de ce concept libéral, Marx l'a repris et a simplement dit, mais Guizot s'est trompé dans la composition des catégories qui s'opposent. En fait, il faudrait montrer qu'il y a une opposition entre la bourgeoisie possédante et exploiteuse de l'autre catégorie qui est en opposition, le prolétariat. Mais le concept de lutte des classes est parfaitement d'origine libérale. Très bien. Tout à l'heure, vous avez expliqué que Marine Le Pen était attachée à la nation, concept originaire de la gauche, on peut dire. Oui. Et alors, il a subi ce mouvement Sinistre-Gir de pression d'un mouvement de gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la nation, aujourd'hui, est affiliée à la droite ? Écoutez, au départ, la nation, effectivement, c'est par opposition au système de l'ancienne France. Au système à la fois juridique, politique et social. Système qui repose sur un droit qui est attribué à la personne, le fait que donc on va rétribuer les fonctions, aussi bien des personnes que des groupes sociaux, par différents types de droits, le système des privilèges, etc. Bien. La nation repose sur l'idée que tous les hommes ont la même nature humaine, qu'ils ont donc les mêmes droits, et que donc ils ont constitué par un contrat social le corps politique. Donc la nation, c'est véritablement en opposition à l'ancienne France, et le patriote, c'est celui non pas qui défend, je dirais, la terre de ses pères, c'est celui qui adhère au régime politique nouveau. Bien. Cette conception-là de la nation, qui est une nation qui peut d'ailleurs être impérialiste, puisqu'il faut qu'elle porte à l'extérieur des frontières de la République naissante à partir de 92, les idéaux révolutionnaires. Cette nation-là, elle a glissé sur le spectre politique, et à partir de la fin du XIXe siècle, quand la notion de nationalisme est apparue chez Maurice Barrès, cette notion, elle n'était plus l'adhésion à un régime politique, mais elle était l'enracinement dans le réel. Et à partir du moment où on a basculé du contractualisme et du constructivisme juridique à, je dirais, l'enracinement dans le terroir, dans la terre, dans le respect des morts, dans la défense de l'identité, du patrimoine, cette notion a basculé dans l'univers intellectuel de la droite. Et aujourd'hui, on peut dire que le nationalisme est une notion de résistance contre la perturbation de l'ordre naturel des choses par aussi bien, les idéaux révolutionnaires ou progressistes ou que sais-je encore. Alors on s'écarte un peu du sujet, mais on va peut-être creuser cette notion de nation. Pourquoi la gauche est devenue aussi allergique à la nation, alors qu'elle peut être un frein au capitalisme qu'elle dénonce, qu'elle peut être un frein à la libre concurrence entre les nations, entre les grands marchés. Pourquoi la gauche est devenue si allergique à la nation ? Parce que le peuple vote mal. En fait, la nation, c'est une construction. Vous savez, on peut faire le parallèle, tout petit détour, mais je pense que c'est utile, par la notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette notion qui apparaît au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est notamment exposée dans, le premier quart du XXe siècle, on peut se dire que normalement, cela correspond aux peuples qui sont historiques, aux peuples qui sont enracinés, aux peuples qui ont un espace politique et culturel donné. Or,
le peuple, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un peuple qui doit se construire. C'est la véritable opposition philosophique de base en philosophie politique entre ceux qui pensent qu'il existe un ordre naturel, un ordre cosmologique des choses, et donc que les corps politiques, que les corps sociaux sont inscrits dans cet ordre des choses, c'est la vision classique, et ceux qui, à l'inverse, considèrent que les corps politiques, les corps sociaux doivent être des constructions. Eh bien, le peuple du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la nation de la Révolution française et de la gauche, c'est une construction. Si cette construction va dans leur sens idéologique, dans ce cas-là, ils le défendent. Mais si, en revanche, la nation, le peuple, veut rester enraciné, veut pouvoir revendiquer son droit à la continuité historique, eh bien, dans ce cas-là, ce peuple et cette nation sont, eh bien, à leurs yeux, voués aux poubelles de l'histoire. Et donc, dans le fond, ils n'utilisent ces notions-là que circonstanciellement en fonction de ce qui les arrange. Si la nation va dans le sens idéologique qui est le leur, eh bien, dans ce cas-là, ils la défendront. Si, en revanche, la nation fait de la résistance, si le nationalisme est un nationalisme de résistance, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, cette nation est vouée, à leurs yeux, à disparaître et ne mérite pas d'être défendue. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur un peu la division fondamentale que vous faites entre droite et gauche? Vous nous avez parlé un peu du contractualisme. Oui. La gauche a créé son logiciel à partir de l'idée que la société faisait corps en passant un contrat tacite. Oui. Est-ce que cette vision du monde, le contrat social, est-elle enracinée dans le réel? Ou est-elle juste une construction idéologique? Non, c'est une véritable construction idéologique. Il y a même Rousseau, qui par ailleurs est un auteur qui m'intéresse beaucoup. On n'aura sans doute pas le temps de développer cet aspect-là des choses. Mais même Rousseau, vous le savez bien, a dit « écartons les faits, ils ne nous sont d'aucune utilité ». En fait, c'est une construction idéologique. C'est l'idée qui repose sur le fait qu'il n'existerait pas d'ordre naturel ou d'ordre cosmologique des choses, ou s'il en existe un, les hommes ne sont pas capables de se mettre d'accord sur son contenu. À partir de là, eh bien, s'il n'y a pas d'ordre des choses, les hommes vivent à l'état de nature. Or, à l'état de nature, il y a le risque qui est la guerre perpétuelle et généralisée, Thomas Hobbes, une paix fragile qui peut ne pas aboutir à ce que l'on puisse véritablement régler les litiges, John Locke. Et donc, dans tous les cas, les hommes, pour leur propre conservation, ont intérêt, ou auraient intérêt, à basculer de l'état de nature à l'état de société. Et donc, c'est une construction idéologique parfaite. L'idée, c'est que tous les hommes apportant les mêmes ingrédients, si j'ose dire, les mêmes éléments pour constituer le contrat social, eh bien, ils sont à égalité et ils peuvent construire le type de société qu'ils souhaitent. Soit une société plutôt de type libéral, c'est John Locke, soit une société plutôt de type redistributive, voire quelque peu oppressante et totalitaire, Thomas Hobbes, pour ne prendre que les deux grands modèles britanniques du contrat social. Donc oui, c'est une construction absolue et c'est la question fondamentale de la philosophie politique. Parce que tout découle de cela. Est-ce que la famille, l'institution sociale qu'est la famille, est-ce que c'est simplement la rencontre de volonté, auquel cas n'importe quelle rencontre de volonté pourrait créer une famille, ou est-ce que l'institution sociale qu'est la famille, c'est quelque chose qui existe dans l'ordre des choses, dont les règles de fonctionnement sont données par l'ordre des choses, et qui donc, eh bien, suppose que ceux qui veulent constituer cette famille se coulent dans cette institution. Ça, c'est la vision classique. Mais c'est exactement la même chose pour la nation. Est-ce que la nation, elle a une identité, auquel cas, si vous voulez appartenir à la nation, vous devez vous convertir à l'identité de cette nation, ou est-ce qu'à l'inverse, la nation, c'est la somme des identités particulières qui existent à un moment donné et qui ne font que se rencontrer hic et nunc. Voilà le cœur, je dirais, de la philosophie politique. Je sais bien que certains de nos téléspectateurs pourront trouver cela un peu abstrait, mais je peux vous assurer que s'ils font l'effort de travailler sur cela, ils verront que la ligne de fracture, elle est là, et que ce qui est véritablement de droite, et pas simplement à droite, c'est la position philosophique classique, c'est Aristote, c'est saint Thomas d'Aquin, pour citer de grands noms, hein. On se met sous l'aura, je dirais, de personnes. Plus récents, Michel Villet. Il faut lire par exemple Michel Villet, ou il faut lire sur le régime politique Guy Auger. Voilà, vous avez un certain nombre d'auteurs qui sont parfaitement, je dirais, l'incarnation de la pensée classique. Et puis à l'inverse, il y a la pensée moderne. Alors on est plus ou moins moderne. Et effectivement, dans les candidats que nous avons à la présidentielle, nous avons des gens qui sont un peu moins modernes que d'autres. Et donc, évidemment, comme la politique, c'est
une question de proximité ou de préférence. Évidemment, ce n'est pas uniquement, je dirais, le fait de trouver la pureté de la chose. Et bien, donc, on peut peut-être préférer un candidat plutôt qu'à d'autres, mais en se rendant bien compte que tous, évidemment, sont encore intellectuellement dans le moule de la pensée moderne, même si parfois ils essayent un peu de le briser. Alors, face à la pensée moderne, est-ce que vous pouvez développer sur la pensée classique ? Du coup, de quoi découle cette pensée ? Pourquoi la pensée classique n'est pas une idéologie comme une autre ? Parce qu'elle s'enracine dans le fait d'essayer de comprendre ce qu'est le réel. Voilà. Il y a une formule, si vous permettez ce petit détour par le droit, il y a une formule dans le Digeste, qui est l'ouvrage qui résume la doctrine juridique romaine, qui consiste à dire on ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas appliquer une règle générale et impersonnelle à des cas d'espèce, on va régler un certain nombre de litiges, et par le fait que l'on ait réglé ces litiges, on va être capable de peut-être dégager des principes généraux. Eh bien, cette méthode du droit romain, qui est éminemment classique, eh bien, c'est exactement la même méthode que celle que l'on va appliquer dans la politique, du point de vue classique. On ne va pas dire, on va concevoir une loi dans notre raison qu'on va ensuite plaquer sur le réel, on va essayer d'analyser comment fonctionne l'ordre social pour essayer de dégager les règles de fonctionnement de ce corps social. Si les sociétés anciennes, pendant 25 siècles, que ce soit les cités grecques, l'Empire romain ou l'ancienne France, eh bien, vivaient sous l'empire de la coutume, c'est pas pour rien. C'est parce que ces gens-là étaient prudents. Ils se disaient, nous allons observer comment fonctionnent nos sociétés, quelles sont les pratiques qui se sont révélées être justes, efficaces, et nous allons nous y conformer par prudence. C'est ça, je dirais, la méthode intellectuelle, observer le monde pour essayer de l'observation de ce monde de dégager les principes juridiques et politiques et non pas plaquer sur le réel une rationalité humaine circonstancielle. Si on en revient à l'exemple de la nation, on voit que beaucoup de peuples cohabitent en France, beaucoup de nationalités. Pourquoi il n'existerait pas une nation multiculturelle parce qu'elle fonctionne, elle vit ensemble. Alors, il y a des petits accros. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand vous êtes victime, je dirais, depuis les incivilités jusque, je dirais, la criminalité la plus barbare, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il y ait des petits accros. Oui, j'en conviens avec vous. Est-ce que la nation telle qu'elle est aujourd'hui en France, assez mélangée, assez plurielle, dans 100 ans, dans 150 ans, on pourra en tirer des règles et conclure qu'une nation peut être multiculturelle ? Et on peut tout construire, on peut tout tenter. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce que, sous prétexte, je dirais, d'un lendemain qui chante, eh bien, on doit bazarder, pardon pour l'expression un peu familière, tout l'héritage reçu. Toute la question, c'est de savoir, est-ce que, eh bien, on croit à un progrès qui est inéluctable et qui nécessairement nous mènera vers quelque chose de meilleur, ou est-ce qu'on est un tout petit peu plus prudent et un tout petit peu plus sceptique et que l'on considère qu'il vaut quand même mieux s'asseoir sur l'héritage que l'on a reçu, héritage que l'on a de toute façon en plus moralement l'obligation de préserver et de transmettre, et de ne pas laisser détruire par, je dirais, un nivellement par le bas. Donc oui, bien sûr, on peut envisager toutes les formes, je dirais, de sociabilité, toute la question, évidemment, est de savoir, est-ce que, pour autant, ce n'est pas de notre devoir de préférer eh bien, notre enracinement à, je dirais, une illusion pour ce qui serait notre avenir. Voilà. Alors, Éric Zemmour paraît comme le candidat peut-être le plus compatible, aussi avec Marine Le Pen, sur les questions sociétales, comme on les appelle. Mais pour autant, il ne reviendra pas sur le mariage pour tous. Il a dit qu'il reviendra sur l'avortement, mais pour revenir à 12 semaines. Pour revenir à la loi Veil, c'est-à-dire à la dépénalisation. Il est vrai qu'il avait des positions, quand il était journaliste, peut-être un peu plus péchues que lorsqu'il est devenu candidat. Mais bon, voilà, il a dit chez Jean-Jacques Bourdin qu'il ne remettrait pas en cause la loi Veil. Voilà. Il se revendique républicain, donc du contractualisme finalement, en quelque sorte. En tout cas, la République française, historiquement, est conforme au contractualisme, si vous me confirmez ça. Est-ce que finalement, Éric Zemmour est de droite ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est de gauche, mais qui
qui est un moderne, mais voilà. Ah, écoutez, si vous voulez faire du buzz pour cette vidéo, vous n'aurez qu'à l'intituler Éric Zemmour est de gauche. Bon, mais déjà que je suis poursuivi et pourchassé par un certain nombre de trolls qui trouvent que je suis trop détaché de la présidentielle et que je ne suis pas assez militant, bon, là, pour le coup, on va se faire encore plus d'ennemis. Écoutez, très clairement, il n'y a aucun candidat qui soit philosophiquement pleinement de droite, c'est-à-dire pleinement classique. Pour autant, il est bien évident qu'il y en a qui sont plus proches de ce qui est véritablement de droite que d'autres. Et il est bien évident aussi que si Valérie Pécresse est sur des positions orléanistes libérales, parfaitement compatibles avec celles d'Emmanuel Macron, on a quand même 2 candidats de cette présidentielle. Si tant est qu'ils ne se phagocytent pas l'un l'autre et qu'ils ne s'élimitent pas réciproquement l'un et l'autre du second tour, bon, passons. Mais en tout cas, on a quand même 2 candidats avec Marine Le Pen et Éric Zemmour qui sont tout de même, évidemment, plus de droite qu'ils ne sont à droite ou de gauche, même si, évidemment, ils sont sur des positions philosophiques, telles qu'on peut les comprendre, qui sont tout de même quelque peu hybrides. Je crois que l'un comme l'autre essaye de réaliser le pari bonapartiste. Alors bon, pour Zemmour, on le sait bien, évidemment, il a une admiration sans borne pour Napoléon Ier. Je ne la partage pas toujours autant que lui, bien, même si je suis évidemment tout prêt à reconnaître qu'il avait l'envergure d'un chef de l'État. On n'a pas eu que des gens du même niveau depuis, c'est évident. Bon, mais enfin, Éric Zemmour s'assume bonapartiste. Pour Marine Le Pen, ça n'est pas officiel, mais je crois que les deux essayent, je dirais, cette synthèse bonapartiste, qui est d'essayer, je dirais, de prendre des éléments de chaque côté, je dirais, du système politique, chez les classiques et chez les modernes, et d'essayer de réunir, je dirais, des électorats, simplement qui sont, je dirais, d'horizons différents. Simplement, je ne suis pas certain que le logiciel Napoléon Ier soit le plus adapté. Je crois que pour le coup, s'ils veulent réussir l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, eh bien ce pari bonapartiste, c'est Napoléon III qu'il faut prendre comme référence. Parce que c'est à la fois quelqu'un qui a bénéficié de l'aura de son nom, naturellement, c'est quelqu'un qui a assumé, je dirais, des positions pour la défense de l'autorité du pouvoir, et c'est en même temps quelqu'un qui a été un des rares hommes politiques au XIXe siècle à s'intéresser vraiment et très profondément et certainement très sincèrement à la question sociale. Je vous rappelle que c'est Napoléon III qui a dépénalisé le droit de grève. Depuis la Révolution française, le droit de grève était une infraction pénale. C'est Napoléon III qui a dépénalisé le droit de grève en 1864. Donc voilà, le modèle gagnant qu'ils essayent, je crois, l'un et l'autre de poursuivre avec des sensibilités différentes, avec des dosages différents, évidemment, c'est le modèle bonapartiste. Comment vous expliquez que les Français placent aussi haut Emmanuel Macron quand on compare aux enquêtes d'opinion sur l'immigration, l'insécurité, sur le progressisme, le wokisme? Est-ce que les gens votent au final pour cette élection présidentielle pour le bon gestionnaire, pour la personne qui va faire tourner l'économie? Alors il y a 2 choses. Il y a vous mettez le doigt sur une chose absolument essentielle, qui est un des éléments probants, me semble-t-il, du mouvement d'Extrogir, c'est que toutes les idées de droite, les items de droite, les mesures de droite sont majoritaires dans le pays. Tant qu'elles sont présentées en aveugle, c'est-à-dire sans étiquette politique. Dès qu'elles sont étiquetées d'un parti politique, eh bien, elles redeviennent minoritaires. Pour autant, elles sont quand même les principales idées. Premier élément. Deuxième élément, et malgré cela, Macron est donné à 25%, on ne va pas chipoter sur les virgules, à 25% au premier tour. Il faut bien dire que la grande force de Macron, c'est tout simplement son positionnement sur le spectre politique. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle la grande coalition à l'allemande. Il renouvelle l'alliance SFIO, Parti Socialiste, MRP, Mouvement Républicain Populaire, les démocrates chrétiens de la 4e République. Il institutionnalise la cohabitation. C'est ça, Macron. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il réussit à coaguler les électorats de droite et de gauche modérés qui, eh bien, sont pour l'ordre, sont pour la pérennité du système, ne veulent pas, je dirais, tenter des aventures. Et donc, par conséquent, évidemment, sa force, c'est pas qu'il enthousiasme les foules, c'est tout simplement qu'il rassemble les modérés et qu'il rassure.
Ça n'est sans doute évidemment pas très enthousiasmant, mais je vous signale qu'il a été élu dans le fond véritablement par défaut en 2017. On verra bien ce qui va se passer cette année. Mais en 2017, vous avez eu pour la première fois une baisse de la participation entre le premier et le deuxième tour. Il n'y avait eu qu'un seul cas sous la Ve République où on avait eu cette baisse de participation entre le premier et le deuxième tour. D'habitude, il y a toujours une augmentation. Eh bien, c'était 1969, lorsqu'il y avait eu le second tour entre Alain Poher, président par intérim, président du Sénat, et Georges Pompidou, l'ancien Premier ministre de Charles de Gaulle. Et donc, la gauche avait dit, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, on ne participe pas. Macron a été élu d'abord avec 66%, alors Chirac avait été élu avec 82%, donc déjà on voit qu'il y a une adhésion qui est quand même un peu moins grande, et puis il a été élu avec une augmentation de l'abstention. Donc c'est un choix par défaut. Très bien. Alors, une fois que Emmanuel Macron a réussi à concentrer ce qu'il y a de plus cher aux élites de gauche, les sujets de société, ce qu'il y a de plus cher aux élites de droite, on va dire, l'économie, le portefeuille, la droite fiscale, qu'est-ce qui reste, j'ose dire, au pays réel pour, à un moment donné, prendre le pouvoir, entre guillemets? Alors ça, c'est une excellente question. C'est un peu le piège des urnes à chaque fois. Évidemment. Cela dit, il est bien clair qu'il y a, on vient de le dire, mais je le répète, sur un certain nombre de mesures, le protectionnisme économique, la préférence nationale en matière sociale, le retour à l'autorité de l'État pour assurer la sécurité, la défense de la souveraineté nationale face au mondialisme, la défense des libertés économiques des acteurs économiques ou des libertés des collectivités locales, la défense de la dignité de la personne. Là, j'ai présenté 5 items, 5 notions, hein, l'identité nationale, l'autorité de l'État, la souveraineté de la France, les libertés économiques et la dignité de la personne. Ces notions-là, elles sont, je dirais, à la fois doctrinalement cohérentes et elles assurent une unité d'un espace politique qui, même si un certain nombre de personnes peuvent ne pas adhérer totalement à l'un ou à l'autre de ces items, la force d'attraction des autres notions est telle qu'ils y adhèrent tout de même. Donc là, on a quand même, je dirais, une base programmatique, une plateforme commune qui pourrait faire l'unité véritablement de la droite et qui, là pour le coup, est incontestablement majoritaire dans le pays. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu ambivalente où eh bien, Marine Le Pen et Éric Zemmour se font une concurrence effrénée. J'avoue que, si vous me permettez d'exprimer cette critique, j'avoue que je suis un peu interrogatif sur, je dirais, la stratégie, ou disons certains aspects de la stratégie de reconquête des équipes d'Éric Zemmour, qui cherchent, me semble-t-il, plus à se substituer à Marine Le Pen qu'à essayer de conquérir l'espace politique de la droite RPR, n'est-ce pas, auquel il fait référence, de radicaliser l'électorat de LR, qui pour le coup n'attend quand même que ça, parce que vous vous souvenez bien que Laurent Wauquiez avait été élu à plate couture à la tête de LR, que Éric Ciotti récemment a obtenu 40% lors de la primaire interne, et que donc par conséquent cet électorat-là, il n'attend qu'une seule chose, c'est d'être radicalisé. Eh bien, c'est vrai que j'avoue ne pas très bien comprendre cet aspect-là de la stratégie de l'équipe Zemmour, parce qu'au deuxième tour d'une présidentielle, il y a deux places, que le but du jeu, c'est pas forcément de prendre la place de Marine Le Pen, c'est de prendre la place de l'autre. C'est d'autant plus, ce serait peut-être d'autant plus efficace que si on admet que Marine Le Pen est confrontée à un plafond de verre, dans ce cas-là, ça veut dire que si vous êtes le candidat en face d'elle, vous êtes sûr de gagner. Bon, enfin, en tout cas, pour répondre à votre question principale, oui, la droite a la capacité de conquérir un espace politique qui est tel qu'elle pourrait l'emporter incontestablement dans les urnes, malgré la position centrale d'Emmanuel Macron. Que reste-t-il à Valérie Pécresse de droitier, d'incarnation, de charisme? Alors là, vous me demandez que lui reste-t-il de droite? Écoutez, elle est positionnée à droite. Bon, symboliquement, ça compte. Vous savez, les forces politiques, elles n'existent pas indépendamment les unes des autres. Elles interagissent les unes dans les autres. Bon, les unes par rapport aux autres. Et donc, par conséquent, il est bien évident qu'elle s'est retrouvée candidate de LR, qui a toute une partie
incontestablement de ses militants, de ses adhérents et de ses électeurs qui penchent véritablement vers Éric Zemmour, voire Marine Le Pen, et qu'elle, écoutez, elle est sur des positions quand même beaucoup plus centristes. Je vous rappelle qu'elle s'était éloignée de LR parce que Laurent Wauquiez avait été élu président de LR et qu'elle avait trouvé que la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 avait été trop à droite. Bon. Faisant d'ailleurs une erreur d'analyse que beaucoup ont commise, considérant que c'est parce qu'il avait fait une campagne trop à droite qu'il avait perdu, alors qu'en fait, tout le monde le sait maintenant, c'est parce qu'il n'avait pas tenu les promesses de sa campagne de 2007 et de la ligne Buisson qu'il avait été battu en 2012. Et que la ligne Buisson remise au goût du jour en 2012 avait limité la casse et non pas augmenté, je dirais, la défaite de Nicolas Sarkozy. Donc il est bien clair que Valérie Pécresse est l'incarnation de ce grand écart idéologique, je dirais, qu'il y a à droite. C'est-à-dire, je dirais, des caciques de droite qui sont plus du centre que de droite et des électeurs qui sont plus de droite, donc une cassure entre la droite d'en haut et la droite d'en bas, et puis une cassure entre ceux qui sont véritablement de droite ou qui essayent d'être de droite et ceux qui ne sont que à droite circonstanciellement, parce que, disons les choses, si par hasard Emmanuel Macron n'était pas candidat, il est bien évident qu'elle se déplacerait vers le centre du spectre politique pour essayer de capter une partie de cet électorat-là. Est-ce que la radicalité de Éric Zemmour peut recentrer Marine Le Pen, malgré beaucoup de départs, comme vous disiez, un siphonnage de ses rangs? Est-ce que ce recentrage de Marine Le Pen pourrait la faire venir, enfin, déjà la faire venir au second tour et ne plus provoquer chez les électeurs ce réflexe de barrage? En tout cas, c'est ce qu'elle essaye de faire. Il est clair qu'elle essaye d'être une candidate apaisée, une candidate qui ne clive pas trop, et elle profite évidemment, je dirais, de l'émergence d'Éric Zemmour, qu'elle a d'ailleurs en grande partie facilité, puisqu'elle s'est désintéressée de l'électorat conservateur à l'extérieur et en interne, je dirais, elle a une gestion de son parti quelque peu autoritaire qui a conduit à des départs avant la présidentielle et en ce moment. Bon, donc elle profite de cela. Tandis qu'Éric Zemmour, effectivement, lui, assume le fait de cliver. C'est deux stratégies différentes qui, pour l'instant, les mettent à peu près au même niveau. Le danger pour Marine Le Pen, il est clair qu'elle peut apparaître comme étant une candidate de deuxième tour, faire une campagne de deuxième tour au premier, on sait à quoi ça aboutit. Lionel Jospin est éliminé du deuxième tour de la présidentielle de 2002. Donc c'est un peu peut-être oublié vite que pour pouvoir être au second tour, il faut d'abord rassembler son camp. Ce que là, pour le coup, Éric Zemmour essaye véritablement de faire. Mais ce qui fait qu'évidemment, dans un éventuel deuxième tour, étant plus clivant, Éric Zemmour est donné plus bas dans un duel face à Emmanuel Macron que ne l'est Marine Le Pen, qui aujourd'hui est donnée à un peu plus de 45. Ces derniers jours, on a assisté au ralliement de Stéphane Ravier, de Nicolas Bay, des cadres historiques presque du Rassemblement national. Est-ce que ça rapporte des voix, des ralliements comme cela? Pas directement. C'est-à-dire que, et sans vouloir offenser du tout les personnalités que vous avez citées, il est bien évident que seule une personnalité présidentiable qui se retire auprès d'une autre, Bayrou, qui apporte son soutien à Emmanuel Macron en 2017 et qui avait fait 17% à la présidentielle antérieurement, qui était doté de 5 à 8% dans les sondages, il se rallie à Emmanuel Macron, il apporte évidemment des voix. Donc, sauf à être une personnalité, les transferts ne rapportent pas des voix. En revanche, ça crée évidemment la zizanie et la désorganisation de l'équipe parmi lesquels ces personnes s'en vont, et de l'autre côté, ça crée une dynamique. Et donc, par conséquent, évidemment, on sent bien qu'il y a, je dirais, une dynamique du côté d'Éric Zemmour, tandis qu'il y a une sorte d'affadissement, je dirais, de la campagne et de la stratégie chez Marine Le Pen. Cela dit, deux petites précisions. La première, c'est que Marine Le Pen, elle peut finir par apparaître comme étant victime de trahison. Et par conséquent, ça pourrait lui être bénéfique, ou du moins ne pas être aussi négatif que l'équipe d'Éric Zemmour ne peut l'envisager. Et puis, la deuxième des choses, il faut quand même se le rappeler.
que lorsque Bruno Maigret fait la scission au Front National en 1998-99, le Front National était descendu bas aux européennes qui avaient suivi, 5%. Et puis, à la présidentielle de 2002, Le Pen avait fait 17% et Bruno Maigret 2%. Donc ça, par conséquent, je dois dire qu'il ne me semble pas du tout évident, contrairement à ce qui court dans les couloirs de l'équipe Zemmour, que si Marine Le Pen était éliminée du deuxième tour de la présidentielle, cela la conduirait à disparaître de la vie politique. Je ne le crois pas du tout. Je crois que le Front National ou le Rassemblement National continuera à exister et que donc il me paraît absolument indispensable pour la recomposition politique, eh bien qu'il y ait un certain nombre de personnalités qui puissent, après la guerre, après l'affrontement entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, eh bien, recomposer la droite, refaire l'unité du camp national et des personnes évidemment qui n'auraient pas véritablement pris position pour l'un ou pour l'autre dans ce combat fratricide. Ah, mais comment ça pourrait se faire? Comment on pourrait l'imaginer? Eh bien, par exemple, je crois qu'il y a... je ne veux pas la mettre dans une position évidemment compliquée, mais évidemment tout le monde pense à Marion Maréchal, et je pense qu'il n'est pas de bonne stratégie pour l'équipe de Zemmour de lui faire une forme de marchandage ou de chantage pour la pousser absolument à rejoindre leur candidat lors de la présidentielle, parce que sinon, ça signifierait qu'il n'y aura plus de personnalité capable de recoller les morceaux par la suite. À moins que, bien sûr, les uns et les autres n'aient l'intention de faire une lutte à mort et que leur premier objectif, pour les uns, ça soit d'éliminer Zemmour ou pour les autres d'éliminer Marine Le Pen. Je ne suis pas du tout certain que les électeurs l'entendent d'une telle oreille. Ce que les électeurs souhaitent, c'est que leurs idées arrivent au pouvoir, que ce soit par l'un ou par l'autre. Bon, peut-être ont-ils une préférence, mais à la limite, ils s'en fichent, mais je suis quasiment certain que les électeurs de Marine Le Pen du premier tour ou d'Éric Zemmour ne pourraient pas entendre, ne pourraient pas comprendre que si l'un ou l'autre est au deuxième tour et l'autre pas, que celui qui n'arrive pas au deuxième tour n'appelle pas à voter explicitement pour celui qui aurait atteint. Là, je crois que, alors là, pour le coup, il y aurait des stratégies partisanes mortifères que les électeurs ne pourraient pas suivre. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Bernard, pour toutes ces explications. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Je vous invite évidemment à liker, à commenter, à vous abonner pour le référencement. Si vous aimez notre travail, c'est essentiel. Merci à tous.